Le 1er janvier 2025, un chiffre impossible s'est imposé au Sahel. 10 millions d'oies libérés face à une terre que l'on disait irrécupérable. Au moment où beaucoup annonçaient déjà l'échec, une contradiction s'est ouverte entre l'immensité sèche et l'obstination d'un pays dirigé par Ibrahim Traoré. Que signifie pour vous, spectateurs lointains, ce pari où un désert semble défier ses propres limites? Et si cette rupture inattendue annonçait le retour d'un territoire que l'on croyait perdu? Derrière l'image spectaculaire des oiseaux libérés dans le Sahel, le cœur du projet repose sur une promesse précise: remettre la terre et la capacité de nourrir ceux qui en dépendent. L'enjeu principal se résume en une phrase de 11 mots. Restaurer un sol vivant pour sécuriser l'avenir alimentaire national. Ce pari repose sur une idée simple mais redoutablement exigeante. Si le sol du Burkina Faso retrouve une part de sa fertilité perdue, alors l'ensemble de la chaîne agricole pourrait se stabiliser, de la production familiale jusqu'aux marchés régionaux. Mais la contrepartie est immense, car l'échec entraînerait un double choc. Un désastre écologique mesurable et une perte de confiance durable parmi les communautés rurales. La moindre variation sur les rendements, l'humidité des sols ou le coût des intrants peut devenir un indicateur décisif dans cette équation fragile. Et si le véritable risque n'était pas d'essayer, mais de renoncer avant que les résultats ne parlent? Les premières observations ont révélé une situation inattendue. Dans plusieurs zones du Sahel, la matière organique du sol avait bondi de près de 30% en 6 semaines. Ce résultat, vérifié par les équipes d'agronomes, contrastait fortement avec l'idée répandue que la terre était devenue irréversiblement stérile sous la sécheresse. Lorsque Ibrahim Traoré présenta son initiative le 1er janvier 2025, la plupart des analystes y virent une tentative politique plus qu'un plan écologique sérieux. Les médias internationaux multiplièrent les titres sarcastiques, et les premières images de milliers d'oies libérées dans la poussière ne firent qu'accentuer le scepticisme. Pourtant, derrière les faits spectaculaires, la crise agricole qui frappait le Burkina Faso depuis des années imposait une réponse hors norme. Les sols, vidés par des décennies de culture intensive et des saisons sans pluie, ne répondaient plus aux méthodes classiques, y compris les engrais importés, qui coûtaient toujours plus cher. Dans les villages, les réactions furent contrastées. Certains paysans, habitués aux promesses qui n'aboutissent jamais, accueillirent la nouvelle avec méfiance. D'autres y virent une dernière chance pour leurs champs, qui, année après année, perdaient leur capacité à retenir l'humidité. Les premières semaines après le déploiement créèrent une mosaïque d'impressions. Ici, la terre semblait se ramollir. Là, rien ne changeait encore. Les équipes du ministère de l'Agriculture commencèrent cependant à distinguer des zones où les micro-organismes se multipliaient, signe tangible que le sol recommençait à respirer. Un contraste se forma alors entre les récits locaux et les analyses extérieures. Dans les marchés urbains, on se demandait pourquoi mobiliser des moyens pour libérer des oiseaux qu'on pouvait vendre. Dans certaines communautés rurales, en revanche, les jeunes suivaient les déplacements des oies comme on observe un phénomène rare, espérant que le sable se transforme enfin. Cette tension entre doute et espoir devint le cadre initial du projet, ouvrant une question centrale. Ces signaux faibles étaient-ils les prémices d'un basculement durable ou seulement un sursaut passager? Dans le village de Kala, un agriculteur d'une 60aine d'années fut parmi les premiers à observer un changement discret. Sa parcelle, devenue dure comme de la pierre après des années de sécheresse, présentait soudain une texture différente. En marchant sur la terre, il sentait un léger amorti, comme si la surface relâchait une tension accumulée depuis trop longtemps. Quelques jours plus tard, de fines tiges de millet apparurent là où aucune graine n'avait germé depuis 3 saisons. Plus au nord, un jeune homme suivait les déplacements des oies, avec une curiosité presque méthodique. Il notait les zones où les oiseaux s'arrêtaient,
où il cherchait de l'eau, où il remuait le sol. En revenant sur les mêmes endroits 2 semaines plus tard, il distinguait des points de couleur verte qui n'existaient pas auparavant. Cette découverte, bien que modeste, avait pour lui une signification profonde. Si la Terre réagissait à ces passages, peut-être qu'un avenir agricole redevenait imaginable. Ibrahim Traoré évoqua plus tard ces observations pour illustrer le rôle central des habitants dans la compréhension du terrain. Ces 2 expériences individuelles donnèrent une dimension humaine à un projet qui, jusque-là, semblait uniquement technique ou politique. Elles montrèrent comment les premiers signes de vitalité pouvaient modifier la perception d'un territoire considéré perdu. Elles révélèrent aussi la manière dont les communautés rurales, souvent négligées dans les grandes stratégies nationales, devenaient les témoins principaux des transformations. Elles inscrivirent enfin une question essentielle dans le débat. Et si la Terre reprenait vraiment souffle? L'activation du projet commença dès l'aube du 10 janvier 2025. Les camions quittèrent les dépôts militaires dans un vacarme sec et précis. Les premiers hélicoptères décollèrent avec des caisses légères contenant des centaines d'oies, bien arrimées, pour éviter le stress du transport. Le gouvernement, sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, exigeait une synchronisation parfaite entre les équipes. Chaque convoi devait atteindre un point de libération prédéfini avant midi, ce qui transforma la logistique en une course contre la chaleur. Le déploiement massif attira immédiatement l'attention des villages dispersés le long des pistes. Les habitants virent passer les véhicules en file serrée, se demandant pourquoi un tel dispositif militaire était mobilisé pour des oiseaux. Les premières libérations durent en ce lieu dans un silence tendu. Puis, les cris des oies troublèrent l'air sec du Sahel. L'instant fut déroutant, des milliers d'ailes battant au-dessus d'un sol fendu par des années de sécheresse. La scène provoqua des réactions contradictoires, entre étonnement, scepticisme et un début d'enthousiasme dans certaines communautés rurales. Le haut point du projet fut atteint lorsque les médias internationaux découvrirent les premières images. À Paris, un quotidien titra « La République des oies », déclenchant une vague de commentaires moqueurs. À Bamako, des analystes débattirent de la logique derrière cette libération massive. Les critiques se multiplièrent, affirmant que le gouvernement du Burkina Faso risquait de sacrifier ses maigres ressources dans une expérience hasardeuse. Pourtant, sur le terrain, les premières observations commencèrent à bousculer ce récit. Des paysans rapportaient que la terre semblait moins dure, là où les oiseaux avaient circulé. Certains chercheurs notaient une hausse de l'activité microbienne, un signe infime mais réel d'un changement en cours. La tension monta dans les semaines qui suivirent. Les marchands de Ouagadougou dénonçaient l'initiative, affirmant que les oiseaux auraient donc pu être vendus pour générer des revenus immédiats. Les opposants politiques multiplièrent les critiques, arguant que l'initiative détournait l'attention des besoins urgents. Dans les villages, en revanche, d'autres voix s'élevaient là pour défendre le projet. Des jeunes suivaient les vols des oies comme un rituel quasi quotidien, observant les zones où la poussière se soulevait différemment après leur passage. Un contraste fort se créa entre la capitale, dominée par les doutes, et les régions rurales où les habitants commençaient à percevoir des signaux subtils mais encourageants. La phase de retombée intervint au début de février, quand les équipes scientifiques commencèrent à publier les premiers rapports structurés. Les échantillons de sol montraient une réduction de l'acidité, parfois mesurable après seulement quelques semaines. Dans certaines zones, l'apparition de petites pousses confirmait que le sol retrouvait une partie de sa capacité à retenir l'humidité. Ces résultats ne suffisaient pas encore à convaincre les sceptiques, mais ils transformèrent le projet en une expérience scientifique suivie de près. Les débats changèrent alors de tonalité. La question n'était plus de savoir si le pari était absurde, mais s'il serait durable. Les données recueillies 6 semaines après le déploiement révélèrent un changement mesurable dans les zones parcourues par les oies. Les analyses de sol
montrèrent une augmentation de 30% de la matière organique, un bond considérable dans un environnement marqué par des années de dégradation. Ce pourcentage indique que le sol recommence à accumuler des éléments nutritifs essentiels. Cette progression, bien que hétérogène selon les régions, confirmait la transition entre un sol inerte et un sol en cours de régénération. Les chercheurs y virent le premier signe d'un processus capable d'évoluer à grande échelle si les conditions étaient maîtrisées. Un second indicateur plaça le projet sur un terrain scientifique plus concret. Dans certaines parcelles auparavant stériles, les équipes observèrent une augmentation de 40% de la germination spontanée du millet et du sorgho. Ce chiffre montre que les graines autrefois inactives retrouvent un environnement compatible. Cette progression ne garantissait pas encore une récolte abondante, mais elle révélait un potentiel jusque-là invisible. Les biologistes y virent la preuve que les déplacements des oies, en remuant le sol et en déposant des nutriments, créaient un microclimat local favorable à l'éveil des graines. Cette dynamique reprenait des mécanismes observés en Chine et en Égypte dans des contextes semi-arides similaires. Le troisième repère concernait l'acidité des sols. Les mesures réalisées dans plusieurs zones laissèrent apparaître une réduction de 20% de l'acidité, un élément crucial pour la disponibilité des nutriments. Ce recul signifie que les plantes peuvent absorber plus facilement ce dont elles ont besoin. Les chercheurs burkinabés rappelèrent que cette tendance ressemblait aux résultats obtenus dans le delta du Nil, où l'usage contrôlé des oies avait amélioré la fertilité en moins de 2 saisons. La comparaison confirmait que les mécanismes biologiques observés n'étaient pas isolés, mais s'inscrivaient dans une logique reproductible à condition d'une gestion attentive. Les implications économiques commencèrent également à émerger. Plusieurs agriculteurs rapportèrent une diminution de leur recours aux engrais chimiques, puisque la structure du sol redevenait plus accueillante. Les estimations préliminaires du ministère suggéraient une possible réduction de 30 à 40% des dépenses en engrais si la tendance se confirmait. Cette marge offre un allègement financier majeur pour les exploitations familiales. Le contexte régional donna à cette perspective un poids encore plus grand. La dépendance structurelle du Burkina Faso aux importations pesait lourd sur son économie, et tout recul de cette contrainte représentait un gain direct pour les communautés rurales. Ibrahim Traoré appuie à ce point en soulignant que chaque économie réalisée renforçait l'autonomie nationale. Ces 3 mesures ne constituaient pas une garantie absolue de succès, mais elles formaient un socle quantifiable pour évaluer la trajectoire du projet. La transition baseline, Delta, montrait une progression mesurable malgré les risques persistants liés au climat, à la gestion des populations d'oies et aux variations régionales. Les équipes scientifiques insistèrent sur la nécessité de surveiller les effets à long terme, rappelant que toute dynamique écologique restait vulnérable à un retour brutal de la sécheresse. Cependant, l'ensemble des données signalait un phénomène rare dans les zones arides, un sol qui ne se contentait pas d'être fertilisé, mais qui semblait renouer avec sa capacité à générer sa propre vitalité. Les critiques les plus virulentes se concentrèrent d'abord sur le risque écologique. Plusieurs spécialistes alertèrent sur la possibilité d'une surpopulation d'oies, capable de déstabiliser des écosystèmes déjà fragiles. Certains craignaient de l'apparition de maladies aviaires susceptibles de se propager aux espèces locales. D'autres soulignaient que l'introduction massive d'une même espèce, même bénéfique à court terme, pouvait provoquer des déséquilibres inattendus. L'idée que des oiseaux migrateurs puissent transformer durablement un désert semblait alors trop belle pour être vraie. Un second courant critique estima que le véritable problème n'était pas écologique, mais économique. Des voix rappelaient que le Burkina Faso importait depuis des années des engrais coûteux, nécessaires pour maintenir un minimum de rendement. Selon ces sceptiques, seule l'amélioration des infrastructures d'irrigation ou l'usage accru de solutions chimiques pouvait stabiliser la production. Ils affirmaient que miser sur des oies
relevait davantage d'un symbole politique que d'une stratégie agricole solide. Cette vision s'appuyait sur des succès partiels observés ailleurs dans le monde, où les méthodes traditionnelles restaient dominantes malgré quelques expériences alternatives. La réponse des défenseurs du projet s'appuya fermement sur les données observées durant les premières semaines. Les analyses montrant une hausse de la matière organique, la germination accrue du millet et la baisse de l'acidité démontraient que la fertilisation naturelle produisait déjà des effets mesurables. Les comparaisons avec la Chine et l'Égypte, où des résultats similaires avaient été observés, renforçaient la crédibilité du mécanisme biologique en jeu. Le gouvernement insista sur le fait que les oies étaient introduites par étapes, avec un suivi scientifique continu visant à réduire les risques écologiques. Cette gestion progressive contredisait l'idée d'un pari aveugle et suggérait une démarche structurée, capable d'évoluer selon les résultats. En réunissant ces éléments, le débat prit une forme plus équilibrée. Le projet restait risqué, mais les premières preuves montraient qu'il ne reposait pas sur une intuition isolée. Il s'agissait d'un processus testé ailleurs, adapté au contexte sahélien, et soutenu par des observations de terrain plutôt que par de simples convictions. La bascule survint soudainement. En juillet 2025, les premières photographies prises par les équipes de recherche révélèrent des zones autrefois stériles où surgissaient désormais des pousses vertes, visibles même depuis les drones de surveillance. Les images contredisaient frontalement les sarcasmes médiatiques et imposaient un tournant dans la perception du projet. Les analystes extérieurs durent admettre que le sol réagissait réellement au déplacement des oies et que les signaux mesurés n'étaient pas de simples anomalies locales. Ibrahim Traoré utilisa ces preuves visuelles pour repositionner l'initiative dans un cadre technique plutôt que symbolique. Cette bascule médiatique transforma le climat général. Les experts internationaux commencèrent à parler de régénération précoce plutôt que d'expérimentation hasardeuse. Les pays voisins observèrent la progression avec plus d'attention, voyant dans cette dynamique une alternative crédible pour leurs propres zones arides. Les communautés rurales, quant à elles, perçurent dans ces images une confirmation inattendue de ce qu'elles avaient observé depuis des semaines. Cette convergence entre terrain, données scientifiques et visibilité publique marqua le véritable midpoint du projet. Un instant où l'initiative cessa d'être un pari isolé pour devenir un phénomène régional en devenir. Pour les paysans, les premiers effets se manifestèrent de manière concrète sur les parcelles autrefois stériles. La terre, qui se fissurait sous la chaleur, semblait retenir légèrement plus d'humidité là où les oies avaient circulé. Certains champs montrèrent seulement de modestes pousses de millet et de sorgho, créant un contraste saisissant avec les zones encore arides autour d'eux. Ibrahim Traoré évoqua ses observations pour montrer que la régénération n'était plus un concept, mais une réalité perceptible dans la vie quotidienne des cultivateurs. Du côté des petites entreprises rurales, un changement inattendu commença à émerger. Les dépenses en engrais chimiques, qui pesaient lourd sur les marges, diminuèrent dès lors que les sols montraient une fertilité partiellement restaurée. Plusieurs exploitations diversifièrent leurs investissements, réorientant leurs ressources vers l'irrigation, le stockage ou les équipements de culture. Cette redistribution des coûts, bien que préliminaire, transforma la perception du projet. Il ne s'agissait plus seulement de sauver les sols, mais de replacer l'économie locale dans une dynamique plus stable et moins dépendante des importations. Chez les jeunes générations, l'impact fut davantage psychologique que matériel. Beaucoup avaient grandi en voyant la terre reculer sous la sécheresse, associant l'avenir à l'exil plutôt qu'à l'agriculture. Les premières zones verdissantes produisirent un renversement subtil mais profond. Certains commencèrent à imaginer des projets liés à l'agroécologie ou au suivi scientifique des sols. Cette évolution mentale révéla un potentiel social important, transformant les oies en symboles de renouveau plutôt que d'absurdité. Des communautés entières sentirent redéfinir leurs attentes
face à l'avenir, avec une énergie nouvelle et un sentiment d'utilité retrouvée. Au niveau régional, l'initiative acquit une résonance inattendue. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel suivirent attentivement l'évolution des données, conscients que la dégradation des sols affectait toute la zone. Les premiers résultats burkinabés incitèrent certains décideurs à envisager des projets pilotes dans l'espoir de reproduire les mécanismes observés. Les experts internationaux parlèrent d'un possible changement de paradigme agricole dans les régions arides où les solutions classiques avaient atteint leurs limites. Ce repositionnement du Burkina Faso dans les débats géopolitiques souligna l'importance stratégique du projet Aile du désert. Dans le scénario de base, le projet poursuit sa progression sans accélération spectaculaire, mais avec une consolidation régulière. Les sols continuent de montrer des signes de régénération dans les zones déjà touchées, et les agriculteurs adaptent progressivement leurs pratiques afin d'intégrer le rôle des oies dans la fertilisation naturelle. Les infrastructures essentielles, comme les points d'eau artificiels, comment être renforcées pour stabiliser le mouvement des troupeaux et limiter les pertes. Les autorités locales organisent des formations plus structurées pour aider les paysans à suivre l'évolution du sol. Cette trajectoire, modérée mais stable, pose les fondations d'un modèle reproductible dans plusieurs régions du pays. Dans le scénario optimiste, les résultats enregistrés au Burkina Faso attirent rapidement l'attention des pays voisins. Le Mali, le Niger et d'autres nations sahéliennes, confrontées aux mêmes difficultés agricoles, initient des projets pilotes inspirés des mécanismes observés lors de Aile du désert. Les organisations internationales commencent à soutenir la démarche, voyant dans l'expérience burkinabé une alternative crédible à la dépendance prolongée aux engrais chimiques. Les entreprises agroécologiques locales se développent, profitant de ce nouvel écosystème fertile pour offrir des outils, des services et des formations adaptées. Ce contexte transforme le projet en une référence régionale, capable de redessiner la trajectoire agricole d'une partie du Sahel. Le scénario pessimiste s'appuie sur les fragilités toujours présentes. Une sécheresse prolongée pourrait réduire considérablement l'efficacité du processus de régénération, mettant en péril les zones revitalisées lors des premiers mois. Une surpopulation d'oies, mal gérée, risquerait de perturber la faune locale ou d'entraîner l'émergence de maladies aviaires difficiles à contrôler. Les critiques internes prendraient de la vigueur, affirmant que les ressources auraient dû être allouées à des solutions plus traditionnelles. Les tensions politiques augmenteraient, alimentées par la crainte d'un échec aux répercussions économiques et symboliques importantes. Face à ces trois trajectoires possibles, une seule recommandation de pensée s'impose. Considérer le projet non comme un pari figé, mais comme un système adaptatif, dont l'évolution dépendra de la rigueur du suivi, de la maîtrise des risques et de la capacité collective à ajuster chaque étape au rythme du Sahel. Pour un spectateur éloigné du Sahel, les images de terre renaissantes peuvent sembler abstraites. Pourtant, elles rappellent une réalité universelle. La capacité d'un territoire à retrouver son souffle dépend souvent de décisions prises bien avant que les effets ne deviennent visibles. Ceux qui suivent ce projet depuis l'extérieur découvrent comment une initiative jugée improbable peut modifier la perception d'un pays confronté depuis longtemps à la sécheresse et à l'épuisement des sols. Ce contraste invite chacun à regarder différemment ce qui se joue dans une région habituellement décrite uniquement sous l'angle de la crise. Les communautés urbaines, qu'elles soient en Afrique, en Europe ou en Asie, peuvent y voir un exemple de résilience appliquée à l'échelle d'un territoire entier. Beaucoup de spectateurs, habitués à entendre parler de technologies avancées ou de solutions coûteuses, constatent ici qu'une dynamique locale peut produire des effets inattendus. Certains observateurs soulignent même que le suivi scientifique du projet dévoile une autre facette du Burkina Faso, plus tournée vers l'expérimentation que vers l'assistanat forcé.
Cette relecture contribue à changer la manière dont les initiatives africaines sont reçues dans les discussions publiques. Pour ceux qui s'intéressent à l'avenir écologique, l'expérience ouvre une piste de réflexion sur les modèles alternatifs de restauration des sols. Il ne s'agit pas de reproduire immédiatement la méthode, mais de comprendre comment des ressources naturelles peuvent, dans certaines conditions, devenir un levier de transformation. 2 gestes simples émergent alors. Suivre l'évolution du projet avec attention et soutenir les plateformes qui favorisent la diffusion de connaissances agroécologiques dans la région. Ces actions modestes permettent de relier la curiosité individuelle aux enjeux collectifs qui définissent la trajectoire du Sahel. La première étape consiste à structurer la gestion des populations d'oies pour éviter les déséquilibres écologiques. Les équipes du ministère de l'Agriculture doivent établir des zones de suivi, définir des seuils de présence et ajuster les déplacements selon l'état du sol. Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité d'un contrôle rythmé pour limiter la surpopulation et maximiser l'impact fertilisant. Le calendrier impose une réévaluation mensuelle, mesurée par l'évolution de la matière organique et de l'activité microbienne. Cette méthode garantit une adaptation continue aux variations climatiques. La seconde étape vise à renforcer les infrastructures hydriques indispensables à la survie durable des oiseaux. Les autorités locales, appuyées par les ingénieurs du gouvernement, doivent installer des points d'eau artificiels dans les zones les plus arides. Ces aménagements sont réalisés en priorité dans les régions où les sols montrent déjà des signes de régénération. Les progrès sont évalués par la stabilité des troupeaux et par la capacité du sol à retenir l'humidité. Cette approche permet de soutenir le mouvement naturel des oies, tout en évitant les pertes liées aux sécheresses brusques. La troisième étape concerne la formation des agriculteurs et des jeunes des villages impliqués. Les programmes doivent être organisés saison après saison, afin de transmettre des techniques adaptées à l'évolution du projet. Ils incluent l'observation des sols, la rotation des cultures et la gestion des zones d'accueil des oies. Les résultats se sont mesurés par la réduction du recours aux engrais chimiques et par la progression des rendements locaux. Cette diffusion de compétences renforce l'autonomie des communautés et prépare une extension maîtrisée du modèle vers d'autres régions du Sahel. Dans le village de Kaala, l'agriculteur qui avait aperçu les premiers signes de changement observa désormais une transformation plus profonde. Son champ, autrefois réduit à une poussière improductive, révélait une trame de jeunes pousses qui s'étendait lentement d'une saison à l'autre. Le jeune homme, qui suivait méthodiquement le passage des oies, constata que les zones qu'il avait notées plusieurs mois plus tôt formaient désormais des bandes de terre plus sombres, comme si le sol retrouvait une respiration longtemps oubliée. Ibrahim Traoré évoqua ces trajectoires individuelles pour rappeler que toute politique, aussi ambitieuse soit-elle, trouve son sens dans le quotidien des habitants. Ces histoires discrètes devinrent un miroir de ce que le pays tentait de reconstruire, une forme de continuité entre les générations, un lien plus solide entre la terre et ceux qui la cultivent. Les communautés voyaient dans ces évolutions un signe que l'effort ne portait pas seulement sur la fertilisation, mais sur la possibilité de se réapproprier un avenir. Le projet cessait d'être une annonce nationale pour devenir une expérience vécue, partagée à l'échelle des villages. Dans ce mouvement silencieux, une idée simple s'imposa, comme une ligne gravée dans le sable. L'espoir revient toujours par le sol. Au moment où les premières bandes de terre reprennent couleur, l'histoire de Haïl du désert s'étend désormais bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle suscite une réflexion plus large sur la manière dont les nations transforment leurs contraintes en leviers et sur la valeur d'un geste collectif, capable de remodeler un paysage que l'on croyait condamné. Ceux qui suivent cette évolution depuis d'autres régions y voient un symbole de continuité entre les communautés, la science et l'intuition politique, sans pour autant effacer les risques encore présents. Le mouvement invite chacun à participer simplement, en partageant les connaissances, en observant les avancées ou en soutenant les initiatives qui réhabilitent les sols arides. Et vous, comment imaginez-vous l'avenir agricole d'un Sahel qui reprend vie ?